Commission d'enquête, France TV / convoqué une deuxième fois devant la commission. La tension monte dès les premières secondes. Merci Monsieur le Président. Un autre sujet, un autre thème pour illustrer peut-être les questions légitimes qu'on peut se poser sur l'absence de neutralité et le traitement militant qui peut être fait sur cette plateforme qui coûte, je crois, près de 20 millions d'euros, qui a coûté près de 20 millions d'euros par an aux contribuables. Le 2 juin 2020, vous avez publié le premier post d'une très longue série de contenus de soutien au mouvement Black Lives Matter et au comité Adama Traoré, intitulé Black Lives Matter, comment te mobiliser, avec une liste de 5 actions. Signer des pétitions, faire des dons, afficher son soutien en ligne, manifester et soutenir le mouvement français, notamment le comité Vérité pour Adama, dirigé par Assa Traoré. Dans la même semaine, il y a un post qui est consacré, je cite, aux artistes qui se mobilisent pour illustrer le mouvement Black Lives Matter. Un autre aussi affirme que 2,5, c'est le nombre de chances supplémentaires pour un homme noir d'être tué par la police aux États-Unis. Un autre encore relaie une cagnotte destinée à financer les frais de justice de la famille Traoré. On trouve aussi un contenu intitulé « Comment être un allié.e » en écriture inclusive pour Black Lives Matter, appelant notamment à reconnaître son statut de privilégié si l'on est blanc, à embaucher des personnes noires, à participer à des cagnottes, et se concluant par « Tu as d'autres idées, et toi, tu fais quoi pour être un allié du mouvement Black Lives Matter » en écriture inclusive. Comment est-ce que vous expliquez qu'en à peine un mois, il y a eu près d'une dizaine de publications qui étaient consacrées au comité Adama Traoré, comité d'ailleurs très décrié, éminemment politique, qui a relayé donc des cagnottes de soutien et qui a relayé aussi des thèses racialistes. Encore une fois, est-ce que c'est vraiment la vocation du service public de diviser, d'organiser, de trier les personnes en fonction de leur couleur de peau ? Je vais vous répondre, monsieur le rapporteur. Déjà, je tiens juste à repréciser le chiffre du budget de Slash, puisqu'il n'est pas d'à peu près 20 millions d'euros par an, mais de 13,2 millions par an pour Slash. Ça représente 0,6% du budget total du groupe pour les programmes. Et avec ces 13,2 millions d'euros, nous finançons, comme l'a dit Tiffaine, de nombreuses créations originales, donc de la fiction, du documentaire, le secteur de l'animation française aussi, plus effectivement des activités sur les réseaux. Et qu'avec ces 13 millions d'euros, je rappelle aussi que Slash, parce que de tout ce qu'on entend, c'est vrai que je reconnais pas forcément le Slash actuel, mais ça, on pourra y revenir plus tard, à tout ce qui est fait aujourd'hui sur ce média. Et pour vous répondre, donc on a fait un travail d'exploration, puisque là on se parle de questions qui datent d'il y a 5 ans, donc de 2020-2021. Pour ce qui est du mouvement Black Lives Matter, il faut se remettre aussi dans le contexte, c'est que tous les médias français, à cette période, lorsqu'il y a eu l'assassinat de George Floyd, parlaient de cette affaire. Ça a duré 16 semaines. Où les 20h de TF1, de France 2 parlaient de ça, qu'il y avait des répercussions aussi en France et que, comme l'a dit Tiffaine, Slash était là aussi pour rendre compte de mouvements sociétaux internationaux ou de leur impact en France. Donc c'est dans ce contexte qu'effectivement, il y a pu avoir des posts sur les réseaux sociaux, encore une fois, pour rendre compte, mais sans prise de position. Je vous remercie pour votre réponse. Madame Saint-Riquier, j'en reviens à vous. En septembre 2019, alors que vous animiez encore, vous étiez une figure de l'audiovisuel public de France TV /, vous animiez l'émission en tant que Sexy Souci, vous écriviez sur vos réseaux sociaux, je vous cite, « J'ai plein de nouveaux followers ces derniers jours, donc piqûre de rappel, ACAB, donc All Cops or Bastard, donc tous les policiers sont des bâtards, le racisme anti-blanc n'existe pas, le féminisme qui exclut les femmes trans, les travailleuses du sexe ou les musulmanes n'est pas du féminisme, men or trash, donc les hommes sont des déchets, PMA pour toutes, fin de la citation. En avril 2021, vous adressiez également je vous cite, « Niquez-vous » aux éditorialistes blancs, fin de la citation, que vous jugiez racistes. En novembre, vous écriviez encore, je vous cite, « Les blancs, arrêtez d'expliquer aux racisés ce qui est ou non raciste » ou encore, je vous cite encore, « La France n'est pas un pays laïque, c'est un pays cathocentré, profondément antisémite et islamophobe », fin de la citation.
Madame Saint-Riquier, avec ses positions aussi hostiles à l'égard de notre pays, à l'égard des Français, pourquoi est-ce que vous avez choisi de travailler pour le service public ? Merci pour votre question, monsieur le rapporteur. Donc, je vois qu'on revient sur mes tweets personnels. Franchement, ça m'embête un petit peu. Je pense que vraiment, c'est pas l'objet de cette commission. Par ailleurs, et comme je l'ai dit, et je suis désolée de me répéter, mais je l'ai déjà dit la dernière fois, mes tweets personnels, ils relèvent de ma liberté d'expression, de ma liberté d'opinion. Ils ne sont pas en lien avec le travail que j'ai réalisé pour France TV Studio, pour France TV Slash, qui était un travail d'experte en matière de santé sexuelle. Donc je pense vraiment que c'est pas l'objet de cette commission de détailler des tweets. Par ailleurs, en toute honnêteté, vous me citez des tweets qui remontent à 5, 6, 7 ans. Je les ai pas tous en mémoire, mais j'aimerais bien qu'on... Moi, je suis vraiment tout à fait disposée à répondre à vos questions sur mon travail pour les publications qu'il y a eu pour France TV Slash, ce qui me semble vraiment être dans les missions de cette commission d'enquête. Moi, je souhaite plus répondre à des questions sur mes tweets personnels. Je pense que ça suffit. Si je vous pose ces questions, et si elles sont légitimes dans le cadre de la commission d'enquête, c'est parce qu'au moment où vous écrivez ces propos, vous publiez ces propos sur vos réseaux sociaux, vous êtes une figure du service public. Vous le revendiquez d'ailleurs sur votre compte Twitter, Sexy Souci. On peut le voir, donc on fait le lien entre France TV Slash et cette émission Sexy Souci et aussi votre incarnation personnelle, notamment sur vos réseaux sociaux. C'est des tweets qui sont choquants. Je peux aussi interroger France Télévisions, les représentants ce soir. Qu'est-ce qui a justifié que vous continuiez à faire confiance à Madame Saint-Riquier qui publiait toutes ces outrances, qui sont d'ailleurs à la limite de la loi? On l'a rappelé lors de la dernière audition, ça semble ne pas émouvoir Madame Soudé qui s'en indigne, mais un appel au meurtre vis-à-vis d'une personnalité politique, c'est profondément choquant et ça peut d'ailleurs appeler et amener à des poursuites pénales. Qu'est-ce qui fait que vous ayez servi le service public? Qu'est-ce qui fait que vous ayez choisi de vous engager pour le service public de l'audiovisuel, alors même que donc, vous considérez la France comme un pays profondément antisémite et islamophobe? Et est-ce que vous n'avez pas l'impression, au fond, d'avoir trahi ses obligations pourtant importantes quand on sert le service public, d'honnêteté, d'indépendance, de pluralisme, ces missions de neutralité? Quand vous avez une mission de service public, est-ce que vous n'aviez pas l'impression, lorsque vous faisiez ces tweets outranciers, le terme est pudique, de rompre ces obligations? Alors, plusieurs choses. D'abord, je tiens à revenir sur cette question par rapport au tweet que vous avez cité en partie lors de la dernière audition. Donc effectivement, vous avez cité, en m'attribuant à moi ces propos-là, vous avez cité les prisons en feu, Zemmour au milieu. Vous avez omis, sans doute un oubli de votre part, de dire que c'était un texte qui accompagnait une photo que j'avais prise d'un graffiti dans la rue et que c'était le texte de ce graffiti. Donc c'était pas mes mots. Donc ça, je pense que c'est quand même important, mais j'imagine que ça doit être un oubli de votre part. Pour ce qui est de... c'est juste la différence entre tenir des propos en son nom et, enfin, je pense, et les relayer, tout à fait. Je pense que ça fait une grande différence, effectivement. Pour ce qui est du fait que France Télévisions a continué à faire appel à moi, un petit élément, je pense, de contexte, qui est que dans mon contrat, donc qui n'était pas avec France Télévisions, qui était avec France TV Studio, il n'y avait pas d'éléments de contrôle de mes réseaux sociaux, d'éléments de conduite à tenir sur mes réseaux sociaux. Sinon, probablement qu'effectivement, j'aurais mis mon compte en privé, peut-être que j'aurais pas eu les mêmes propos et probablement que je me serais fait taper sur les doigts. Il se trouve que ça ne faisait pas partie de mon contrat et ça également, je l'ai déjà dit la dernière fois, ce qui explique qu'il n'y a pas eu de regard de France Télévisions sur ce que je publiais et ni d'autocensure, on pourrait dire, de ma part. Donc effectivement, je me suis exprimée de manière très libre et il n'y a pas eu de regard de France Télévisions là-dessus. C'est un petit peu ce que disait monsieur le rapporteur, vous avez raison de le préciser, c'est n'y aurait-il pas dû y avoir un regard de France Télévisions? On peut apporter effectivement un complément d'information. Effectivement, Diane Saint-Riquier, on a eu l'occasion de vérifier, a signé des contrats avec France TV Studio. Elle avait un contrat d'auteur, donc il engageait à respecter les règles déontologiques concernant les contenus qu'elle proposait pour France Télévisions.
et les règles éthiques en conformité avec celles de France TV Studio. Il existe aussi une clause dans les contrats de France Télévisions et de ses filiales relatives au respect de la charte éthique de France Télévisions, notamment dans les publications sur les réseaux sociaux, qui a été mise en place en mars 2018, mais elle ne figurait pas effectivement dans le contrat de Diane Saint-Riquier. Elle a été maintenant systématisée puisque les réseaux sociaux ont pris aussi une place dans le débat qui est différente sans doute de celle qu'elle avait en 2018. Par ailleurs, et du coup, il n'y avait pas non plus, comme l'a rappelé Alexandre Dureux lors de la dernière édition, d'analyse systématique des publications qui étaient faites sur les réseaux sociaux avant de choisir un collaborateur avec lequel on a travaillé pour France Télévisions. Maintenant, ça se fait de manière plus systématique. Donc, il y a bien des procédures qui ont été mises en place pour plus de vigilance. Mais après, je tiens à rappeler qu'il s'agit de respecter le cadre légal et de ne pas tenir de propos relatifs au racisme, à la corruption des mineurs, de ne pas tenir de propos violents. Et il n'y avait pas d'examen systématique des contenus publiés par Diane Saint-Riquier, même si la plupart des contenus ne relèvent pas du cadre légal, même si on peut discuter sur certains. Merci. Je vais peut-être demander à notre collègue, Madame Ercilia Soudet, si elle souhaite poser une question. Allez-y. Oui, je vous rappelle 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Alors moi, je vais vous avouer que j'ai du mal à comprendre ce qu'on fait là. Je ne comprends pas pourquoi on vous auditionne une deuxième fois et j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme d'acharnement. Je me rappelle d'ailleurs de la précédente audition, excusez-moi, où Monsieur le rapporteur s'était ému de tweets personnels de Madame Saint-Riquier parce que Madame Saint-Riquier avait osé tweeter quelque chose sur Monsieur Zemmour, qui pourtant, lui, est multi-condamné et Madame Saint-Riquier n'a jamais été condamnée. Monsieur le rapporteur, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans un tribunal et que vous êtes un peu trompé de carrière. En attendant, moi, ce que j'ai pu observer, même si on s'intéresse aux tweets personnels de Mme Saint-Riquier, ce sont des positions qui sont contre la haine, contre la violence et pour l'égalité des droits. Autant de positions, finalement, qui vous posent problème, parce que c'est ce que je vois encore une fois pendant cette audition. Ce que vous reprochez, finalement, à nos auditionnés, c'est de sensibiliser à la question écologique, de sensibiliser à la lutte contre les discriminations, et vous présentez l'antiracisme comme une comme une façon de diviser la société. C'est assez ubuesque. Je vous rappellerai quand même la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui nous dit dès son article 1 que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Si vous ne remettez pas en cause cette déclaration, je ne vois pas où est le problème. Donc, en fait, messieurs, dames, voilà, je ne comprends pas ce qu'on vous reproche. Mais par contre, en revanche, au regard de l'attitude du rapporteur et de sa défense de personnalité xénophobe, est-ce que ces positions vous semblent compatibles avec les exigences de l'audiovisuel public ? Pensez-vous qu'il soit le plus à même finalement d'effectuer un rapport sur le sujet ? Et craignez-vous qu'avec la montée du fascisme, vos missions du service public soient menacées ? Bon, la pertinence de décider du rapport ou pas, vous nous la laisserez, mais pour le reste, bien sûr, répondez. Je pense qu'il ne nous appartient pas de répondre à la question que vous posez. Et notre mission de service public, c'est de proposer des contenus dans le cadre de notre cahier des charges. Et aucun des contenus publiés par Slash ne contrevient à ce cahier des charges. Aucun des programmes de Slash n'a fait l'objet d'une mise en garde ou d'une intervention de l'ARCOM, alors que, comme l'a signalé Alexandre, les contenus de Slash figurent bien chaque année dans le rapport d'exécution du cahier des charges de France Télévisions. Par ailleurs, le projet Slash a été dès son origine présenté très largement, aussi bien au COMEX, à la DGMIC, au ministère de la Culture et de la Communication. Donc c'est un projet qui, dès le départ, s'est inscrit dans le cahier des charges de France Télévisions. Encore une fois, je pense que vous avez ici des équipes qui sont engagées pour faire
en sorte, puisqu'on nous reproche souvent à France Télévisions d'avoir un public vieillissant, de recréer un lien avec une génération qui s'est assez considérablement éloignée de la télévision linéaire, de recréer un lien sur les réseaux sociaux, puisque c'est là qu'ils s'informent, c'est là qu'ils consomment leur contenu, c'est là aussi que naissent toute une génération de nouveaux créateurs de contenu. C'est la mission de Slash. On le fait dans le respect du contrôle éditorial qui a lieu sur l'ensemble des programmes chez France Télévisions. On est humain, engagé sur notre travail. Il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des contenus qui ont manqué de contextualisation. Après, on s'efforce aussi d'aborder des sujets dont on sait qu'ils ne font pas l'unanimité. Sur les questions du genre, je peux par exemple vous signaler une étude de l'INED qui mentionne que près de 20% des jeunes femmes ne se sentent pas hétérosexuelles. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, toute dernière question, plutôt sur la partie financière. Vous nous avez expliqué que les coûts de production de France TV Slash, c'était plutôt autour de 17 ou 18 millions d'euros. 13 millions d'euros. On va donner le chiffre exact, merci de le rappeler. J'ai pu interroger un certain nombre de vos concurrents, qui sont des concurrents des plateformes numériques, qui figurent d'ailleurs dans le top 3 ou top 5 des plateformes numériques les plus consommées en France par leur nombre de visionnages sur les différents réseaux. Vous évoquez TikTok, YouTube, Instagram. Et en fait, ces plateformes oscillent entre 2 millions à 4 millions de budget annuel. Vous en avez 13 annuellement. Comment est-ce que vous expliquez, alors que vous faites beaucoup moins de vues sur les plateformes, comment vous expliquez un tel écart ? Est-ce que ça s'explique par le nombre de personnes associées ? Est-ce qu'il y a des coûts de structure qu'on n'a pas forcément en tête ? Comment faire moins en termes d'audience avec un budget qui est 4 à 5 fois supérieur à celui de vos concurrents qui sont pourtant... Alors, sur les budgets que vous évoquez, donc, ils ne sont pas forcément connus de tous. Donc, on a bien en tête nos concurrents directs sur les réseaux sociaux. Il se trouve que moi, j'ai plutôt en tête des budgets similaires. Donc, je tiens aussi à dire qu'avec ces 13,2 millions d'euros, donc on remplit un certain nombre de missions aussi d'investissement dans l'animation française, donc ce que ne font pas nos concurrents. La fiction aussi, que ne font pas non plus nos concurrents. Donc voilà, c'est juste pour replacer le contexte, c'est que justement, moi je trouve que les performances de Slash ont fait quand même 1 demi-milliard de vues sur une année, donc on a multiplié par 2 nos performances en 2 ans, on a fait plus 50% de croissance, donc ce sont des chiffres dont on se félicite aujourd'hui, et rapporté à ce coût-là, voilà, on trouve que quand même le média remplit son contrat. Et je tiens aussi à dire que on cite les concurrents français, et encore une fois, leurs budgets ne sont pas forcément... Pardon ? Aussi des étrangers, vous avez... Exactement, vous me voyez venir, et qu'on évolue aujourd'hui, nous, médias français, dans un contexte qui est très international face à des plateformes américaines comme Netflix, qui dépensent, eux, des milliards dans leurs programmes, et que finalement, face à ces mastodontes, avec nos 13,2 millions d'euros, on arrive à se faire une place dans le quotidien des jeunes. Ça nous importe beaucoup. Alexandre l'a dit, c'est faire du commun, mais c'est aussi créer de la conversation, d'être présent. J'ai voilà. une petite question, si vous me permettez, là-dessus rapidement. Au niveau de vos recettes, donc bien évidemment, vous avez ces 13 et quelques millions, mais est-ce que, comme le grand frère de France Télévisions, où apparemment il y a 15% de recettes qui arrivent d'une publicité qui n'est pas si... Est-ce que vous aussi, de par votre média, vous avez des recettes annexes en dehors de la dotation qui vient de la maison mère ? Et si oui, comment et combien ? En tout cas, il y a de la publicité sur les contenus de Slash. Je ne saurais pas vous dire la part que ça représente dans l'ensemble des contenus des recettes c'est plus publicitaires pour avoir une idée des leviers que vous pourriez France utiliser. Télévisions. Donc c'est des leviers effectivement qui font partie, qui apportent au financement, d'autant plus que ce sont des
les 18-30 ans sont des publics particulièrement recherchés par les annonceurs, donc il y a un intérêt à être sur eux. Peut-être en précision... c'est dans les 13 millions? Non, je suppose sur que le, c'est sur le budget, ouais. En précision sur le budget, la part de ce budget qui est dédié au contenu natif, donc qui ne vient pas financer des programmes, donc qui se compare plus à l'offre de nos concurrents, c'est autour de 8%. De ce budget de 13 millions pour financer les contenus natifs sur les réseaux sociaux et l'ensemble des publications. Et vous, qu'en pensez-vous? Donnez-nous votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.